soutenez les transports en commun. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec, je vous le disais, Géraldine Vosner, rédactrice en chef au Point, et Jean-Marie Colombani, ancien directeur du Monde, que vous retrouverez demain dans l'émission Commentaires sur Radio Classique. C'est la semaine prochaine, pardon, mais avec une surprise, ça va durer plus longtemps, mais je n'en dis pas plus. Commentaires qui durent plus longtemps. Bienvenue à tous les deux. Bonjour. Mes amis, nous allons évidemment parler de la rentrée politique de François Bayrou et surtout de ses suites, mais on va commencer par la surprise de cette rentrée scolaire. Madame Borne, ministre de l'Éducation nationale, a fait hier une curieuse sortie. Ça a d'ailleurs éclipsé les vrais sujets de la rentrée, mais enfin, puisqu'elle a lancé ce sujet, on va s'y attarder, parce qu'il est quand même important. Elle a lancé un débat sur l'inscription sur le frontispice du Panthéon. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, ça ne ferait pas suffisamment de place aux femmes. Et je dois vous dire que je ne m'attendais pas du tout à ça de la part de Madame Borne. Mais moi non plus, et je suis, pour ainsi dire, perplexe. Alors je comprends qu'elle défend un grand plan qu'elle a lancé d'élargissement de l'enseignement des maths aux filles, mais alors vraiment pointer ce symbole, bon, moi j'y vois plutôt un gadget pour qu'on parle d'elle. Je suis perplexe parce que c'est vrai que les femmes sont sous-représentées dans les carrières, alors pas scientifiques, technologiques. Elles sont tout à fait bien représentées en médecine, plus nombreuses d'ailleurs que les garçons, mais c'est vrai moins dans les filières de sciences dures, de sciences technologiques, de l'ingénieur. Moi, je me suis dit quand même, lutter contre le déterminisme, ce serait déjà de faire en sorte qu'un peu plus de filles et fils d'ouvriers aient l'occasion de lire cette inscription sur le Panthéon quand ils sortent de Polytechnique qui est juste derrière. Or, les enfants d'ouvriers, ils sont 30% dans la population, ils sont 1,1% à Polytechnique. Donc, on invisible. Et pourquoi ils le sont? Parce que on a un effondrement du niveau de l'enseignement général qui est documenté dans tous les classements internationaux depuis des années, et éluder cette part massive du problème pour parler d'un symbole un petit peu anecdotique. Non, mais c'est pas en écrivant, c'est pas en gravant sur le frontispice du Panthéon, évidemment non, aux grandes femmes et aux grands hommes, la patrie reconnaissante, voire, vous le disiez là, la matrie, parce que la patrie quand même, pardon, étymologie, ça vient du latin pater, la terre des ancêtres. Alors ça va pas non plus. Mais on nage en plein wokisme. Enfin, certains font un procès en wokisme à cette idée saugrenue. Alors, j'imagine que le rebroussier qui est à votre droite, ma chère Géraldine, Jean-Marie Colombani, va peut-être défendre un petit peu Madame Borne, mais enfin là, ça dépasse le frontispice. Non, mais je vois pas pourquoi on protesterait contre quelque chose qui paraît évident aujourd'hui. Parce qu'on est quand même dans un système où, Dieu merci, on fait davantage de place aux femmes, on leur reconnaît davantage la place qui est la leur. Et c'est vrai dans l'enseignement, c'est vrai dans la politique. S'il n'y avait pas eu une loi sur les quotas, il n'y aurait pas de cette féminisation des élus qui avance certaines fois et qui recule d'autres fois. Donc je pense que ça part d'une bonne intention. Je vois pas pourquoi on en ferait un casus belli ou quelque chose qui ressemblerait. Vous voyez embaucher des tailleurs de pierre pour réviser ce qu'il y a en haut du Panthéon? On a embauché non seulement des tailleurs de pierre, mais des charpentiers de tous les métiers pour reconstruire Notre-Dame. Moi, ça me gênerait qu'on burine Victor Hugo quand même. Comment? Ça me dérange. Je vois pas en quoi ça gênerait ceux qui sont déjà au Panthéon et la reconnaissance à certains grands hommes, et puis simplement il n'y a pas de grandes femmes. Mais quand on dit les grands hommes, attendez, en français, mais bien sûr, l'homme a marché sur la Lune, c'était certains hommes, mais en fait c'est l'humanité. C'était une époque où les femmes n'existaient pas, n'avaient pas d'existence. Si vous voulez, dans l'enseignement, regardons le parcours de Marie Curie ou de personnes de cette nature, et regardons les difficultés qui ont été les leurs. On n'est plus à cette époque-là, quand même. On est dans ce que évoquait tout à l'heure Géraldine, c'est-à-dire la nécessité d'avoir davantage de femmes ingénieurs, davantage de... Voilà, donc nécessairement, il y aura des prix Nobel femmes françaises. Bien sûr, mais tout le monde est d'accord là-dessus. Et donc, pourquoi ne pas adapter nos monuments à cela? Je vois pas où est le problème. On peut dire toujours, elle attire l'attention sur elle. Moi, je veux bien, mais bon, voilà. Jean-Marie, c'est pas un sujet pour moi, c'est pas un gros sujet. Si on commence à prendre un marteau et un burin pour aller resculpter le frontispice du Panthéon, on va avoir droit à liberté, égalité, sororité sur toutes les mairies de France.
mais non. Bah, enfin... Là, vous mais c'est comme... Mais non, mais c'est comme la GPA. Il n'en était pas question il y a 10 ans et maintenant il en est question. Vous mélangez tout parce que vous êtes aveuglé par votre idée que chaque chose qui dérange un petit peu l'ordre établi, c'est du wokisme. Donc vous voilà parti sur vos grands chevaux. Non, je pense que voilà ce qu'a dit, je me reconnais davantage dans ce qu'a dit Géraldine tout à l'heure, c'est-à-dire voilà, mais c'est un problème. Pourquoi pas? Je dirais, ce serait naturel, ce serait normal. Et pour le reste, oui, elle peut attirer l'attention sur elle, peut-être, mais so what, hein? Écoutez, moi je vous dis qu'il vaut mieux faire entrer des femmes au Panthéon et à Polytechnique plutôt que faire du ripollinage de bâtiments nationaux. Elles y entrent à Polytechnique. Pour qu'elles rentrent au Panthéon, il faut d'abord qu'elles entrent à Polytechnique. Et la patronne de l'école Polytechnique est venue l'année dernière et l'année d'avant sur Radio Classique raconter ce qui se passe dans cette école d'excellence. Alors j'en viens à François Bayrou. Lundi, son discours surprend et ne manque ni de clarté ni de lucidité. 4 jours plus tard, il est empêtré dans sa sortie sur les boomers, sur laquelle il est revenu. Comment peut-on ainsi se mettre à dos son propre électorat ? Moi, d'abord, je pense que l'heure est gravissime. Et qu'on perd vraiment la notion de la gravité qui s'avance. On a l'impression qu'on avance devant un mur, face à un mur, et qu'on va rentrer dans le mur. Et ce qui m'interroge, moi, c'est le choix du moment par François Bayrou, le choix de la date, parce que c'est à quelques encablures du fameux jour où il faut tout bloquer, où on est censé tout bloquer. Et donc, si on regarde bien cette séquence-là, qu'est-ce qui se passe ? Bloquons tout, c'est contre les 2 jours fériés supprimés, c'est contre différentes mesures du plan Bayrou, etc. Mais le 8, le plan Bayrou va disparaître, va tomber aux oubliettes, puisqu'il va être censuré. Donc ça ne va plus exister. Et pourtant, le mot d'ordre perdure, élargi même à certains syndicats. Qu'est-ce qui va rester, puisque vous n'aurez plus l'occasion de dénoncer les jours fériés? Tout cela aura disparu. À ce moment-là, les retraités sont dans la rue. Qu'est-ce qui va rester ? Il va rester la figure du président de la République. Ouais. Donc ça risque de devenir un jour contre le président de la République. C'est-à-dire le seul mot d'ordre fédérateur, ce sera faire partir Emmanuel Macron. Et ça, ce sera le résultat possible de la manœuvre de François Bayrou. Vous êtes très aimable, Jean-Marie Colombani. C'est frappant de voir vous êtes en train de décrire une politique de terre brûlée de François Bayrou. Oui, mais ce qui est frappant, c'est que les mêmes motifs étaient à l'œuvre pour la dissolution prononcé par Emmanuel Macron. Il fallait une clarification. On a vu ce que ça donnait. Et là, c'est un petit peu la même chose. La dite clarification va conduire à un chaos institutionnel prévisible. Donc, c'est ça qui m'interroge. C'est le choix du moment par François Bayrou. Géraldine Wössner, moi j'en reviens quand même à cette affaire sur les retraités. C'est une petite musique qui n'a pas commencé lundi dernier ou au journal de 20h de TF1. Depuis qu'on parle de la question justement des retraites et puis des déficits, on se dit on va aller chercher l'argent là où il est, les retraités sont propriétaires, ils ont moins de dépenses que les actifs, etc., etc. Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est légitime d'aller chercher le redressement des finances publiques chez ceux qui ont fait le job ? Non seulement c'est juste, mais oui, c'est légitime et c'est en réalité absolument vital. Sur les 1000 milliards d'augmentation de la dette depuis 2017, 500 milliards sont liés au montant des retraites. Et l'impossibilité totale de réformer cela depuis le début des années 2000, c'était déjà en débat pendant la réforme de 2003, je m'en souviens très bien, c'est que leur poids électoral empêche quiconque de poser ces chiffres sur la table. Il faut à un moment remettre un peu de raison et de réel, parce qu'on ne pourra rien réformer d'autre tant qu'on n'aura pas réformé les retraites. La petite musique qu'on entend généralement dans le débat public, que vous avez déjà entendu émerger en contre-feu, c'est « oui, mais on a cotisé toute notre vie, on a travaillé dur ». Non, les retraités n'ont pas cotisé à l'époque, ils ont payé un impôt qui finançait la retraite de leurs aînés. Dans les années 70, il y a 4 actifs qui financent un retraité. Aujourd'hui, c'est 1,7 actifs qui financent un retraité. Une partie d'entre eux a travaillé 50 heures ou 49 heures ou 39 heures par semaine. Et à 35 heures pour une autre partie. Oui, d'accord. Enfin, il y en a certains quand même qui ont beaucoup bossé. La question, c'est pas la question. La question, c'est est-ce qu'ils ont cotisé à la hauteur de ce qu'ils touchent ? Non, ils ont
peu cotisé. Dans les années 70-80, le taux de cotisation à la retraite du régime général, il est, j'avais noté les chiffres, il est de 9%, il est passé à 17%. Le taux de cotisation retraite Agirc-Arrco, il triple. D'accord. Il n'y avait pas de CSG, elle apparaît en 91 à 1%. Aujourd'hui, elle est à 9%. Donc aujourd'hui, un actif qui gagne 1 500 €, on lui pompe 37% de son salaire net pour payer les retraites. Ça n'est pas supportable pour les jeunes. Donc quand on n'a que justice sociale et solidarité à la bouche, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte. Alors il ne s'agit pas bien sûr de matraquer les retraités, mais vous avez quand même 750 000 retraités aujourd'hui qui touchent une pension de plus de 4 000 € par mois. Je pense que c'est à eux notamment. Enfin, il y a quand même des situations, elles sont disparates, donc c'est très difficile de parler en général. Mais il y a des situations, les retraités sont des situations très confortables, j'ai une question. et d'autant plus que quand on impute, il y a les niveaux de revenus, et quand on impute les loyers, puisqu'ils sont majoritairement, à plus de 70%, propriétaires de leur logement, le différentiel de vie devient, comme le dit François Bayrou, choquant dans la mesure où les actifs, enfin, on prélève les actifs, payent les retraites et n'ont plus les moyens ni d'élever des enfants, ni de payer leur logement. Enfin, on atteint des taux de prélèvement qui sont insupportables pour les jeunes générations. Et ça va empirer. Est-ce qu'il faut revenir d'une certaine façon sur un pacte social qui était donné de façon rétroactive? Moi, ça me choque de dire à une génération qui a joué le jeu, qui a fait ce qu'elle avait à faire, de lui dire ah ben non, finalement on va changer la règle du jeu, ça va changer pour toi. Je trouve ça particulièrement choquant, d'autant que, bon voilà, les gens qui ont géré l'État, les partenaires sociaux n'ont pas toujours été à la hauteur du défi. Moi, je retiens de ce que dit Géraldine le chiffre de 4 000 €. Parce que c'est frappant que ce chiffre soit cité, parce que dans les discours de la gauche et même dans les discours du Parti communiste, à un moment, 4 000 €, c'est le seuil soi-disant de la richesse. Donc au-dessus de 4 000 €, disait Georges Marchais, je prends tout. Donc non, c'est pas comme ça qu'on peut raisonner quand on est au gouvernement. C'est sûr que le problème de la retraite est un problème pendant, et que de toute façon, on sera conduit à modifier l'âge légal. C'est évident. Mais c'est évident aussi que le système de répartition tel que nous le connaissons, avec le pourcentage qui existe, qui est patent, qui est criant, où il y a plus suffisamment d'actifs pour financer les retraites actuelles, c'est ça qui est en cause et qui va probablement conduire à une modification du système lui-même. Et donc à l'introduction d'ailleurs de fonds de pension, ainsi de suite. Enfin, on voit bien comment les choses peuvent se dénouer. Mais de la part du Premier ministre à lancer ce mot d'ordre comme ça, de façon assez légère, je trouve, et de façon assez provocatrice, c'est contre-productif, et c'est une façon d'annuler ou d'annihiler les efforts de pédagogie qu'il fait par ailleurs. Donc moi je n'ai pas compris cette sortie. Je veux vous faire réagir sur une sortie de Thierry Breton qui était notre invité lundi, une sortie à la télévision hier. Il était interrogé sur l'après Bayrou, qu'est-ce qu'on peut faire, et Thierry Breton a dit il serait peut-être temps de revenir à la logique des institutions, dit-il, c'est-à-dire que le président appelle pour former un gouvernement le leader du premier parti représenté à l'Assemblée nationale. Évidemment, Caroline Roux, qui l'interrogeait, lui a dit Jordan Bardella. Que vous inspire ce retour à une certaine logique des institutions selon Thierry Breton? Thierry Breton se trompe et il manipule d'abord, il est trop présent. On l'entend partout. On le voit partout. Vous n'êtes pas trop présent sur Radio Classique? Non, pas assez, justement. Dis donc, il va apprécier. Mais c'est vrai, vous ouvrez n'importe quelle télévision. Jean-Marie Colombani, vous ouvrez n'importe quelle télévision, vous avez Thierry Breton qui s'avance pour critiquer Madame von der Leyen. Bon, très bien, on a compris. Non, ça n'est pas que ça. On est dans une phase où on parle de commerce international, on parle d'Europe. Heureusement qu'on a un Thierry Breton de temps en temps pour éclairer les choses. Parce qu'il les connaît de l'intérieur. Il les éclaire de façon un peu partisane. Je vous ai pas demandé un procès de Thierry Breton, je vous parle de cette idée. Mais cette idée qu'il a est absurde, parce que la logique démocratique institutionnelle, c'est d'aller chercher
comme Premier ministre le parti qui a terminé premier. Or, ce qui a terminé premier aux élections en question, c'est la gauche. C'est une coalition. Désolé. C'est pas un parti. C'est une coalition, mais c'est une coalition majoritaire, enfin pas majoritaire, mais qui est arrivée en tête. C'est ça la logique démocratique. Et c'est ça que a enfreint Emmanuel Macron, à tort ou à raison, mais c'est ça. Donc ne disons pas que c'est le premier parti. Le premier parti, ça veut dire que quelque part, on essaye de rapprocher la droite et l'extrême droite. Géraldine Bosner, le mot de la fin. On cherche l'union des Une droites. fois que Jean-Marie Colombani a fini de dire du mal de Thierry Breton, Géraldine Bosner. Mais je n'en dis pas du mal, je dis qu'il se surexpose. Non, mais je pense que moi, je n'ai pas vraiment d'avis. En fait, il a peut-être raison, il a peut-être pas raison. Je vois pas très bien ce que ça changerait ni ce que ça apporterait, étant donné qu'un Jordan Bardella à l'Élysée ferait une politique qu'il ne pourrait pas faire appliquer, puisqu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée, il n'en aura jamais. Donc, je pense que, alors, à la limite, ceux qui proposent une dissolution ont plus de cohérence. Mes amis, c'est la fin de cette émission. Je suis ravi que vous soyez revenus si en forme. Jean-Marie, Géraldine Bosner, à la semaine prochaine, 8h40, pour Esprit Libre. Je vous propose de nous quitter avec la musique d'un film italien, puisque c'est la Mostra de Venise. Et j'ai choisi une musique signée par un Français, Philippe Sard, pour un film italien de Marco Ferreri, La Grande Bouffe.